Le voyage spatial procure des sensations extraordinaires. Il y a la pesanteur, il y a le ciel noir en plein jour. Mais je crois que ce qui marque le plus à vie les astronautes, depuis le début, c'est la vue de la Terre. Pour deux raisons. Parce qu'on voit sur un grand champ de vue, et le contenu de ce champ de vue change très très vite. Puisqu'on fait 16 tours du monde par jour. On voit alterner très rapidement les glaciers, les ouragans, les atolls de Polynésie, les déserts, les grandes forêts, etc. Et ce qui frappe le plus, spontanément, alors qu'on le sait, c'est qu'on voit qu'elle est finie sur un fond de cosmos noir d'encre. Si on veut voir les étoiles, il faut faire quelque chose. Sinon, c'est noir. On a vraiment l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Il y a le Soleil, la Terre, parfois la Lune dans chaque vue. Il n'y a rien d'autre. Et on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison de notre planète avec notre vaisseau spatial. Et je peux vous dire que dans la navette spatiale américaine, on fait vraiment attention à chaque goutte d'eau que l'on consomme, l'électricité que l'on consomme, l'oxygène que l'on respire, parce qu'on n'a pas envie d'en manquer avant la fin de la mission. Et la Terre, c'est un vaisseau spatial. Elle apparaît comme un vaisseau spatial. Elle est finie. On le sait qu'elle est finie. Mais quand vous voyez de vos propres yeux qu'elle est ronde et finie, vous dites, il y a des ressources limitées. Personne va nous en amener. Nous sommes tous membres d'équipage d'un même vaisseau spatial. Et on peut faire les analogies avec les systèmes. L'océan, c'est l'équivalent de ce qui est dans la navette spatiale, le système de support vie. Je ne le savais pas avant. Je pensais que c'était la forêt amazonienne qui était le poumon de la Terre. Non, c'est la photosynthèse du phytoplancton. On le sait pas, mais la majeure partie de l'oxygène que l'on respire sur Terre vient de la photosynthèse produite dans les océans. L'océan fournit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, régule le cycle de l'eau, la température du vaisseau spatial Terre. Et j'aime pas trop quand on dit la Terre est fragile. C'est un peu égo-anthropocentrique. C'est ramener la Terre à l'humain, au vivant et plus particulièrement à l'humain. La Terre, elle nous survivra. Quand vous voyez les volcans, les ouragans, les effets de tectonique des plaques pour lesquels on a des cours en tant qu'astronaute avant de partir pour savoir comprendre ce qu'on observe, on voit que la Terre est un objet minéral, géologique, climatique, tectonique, même cosmique, avec les impacts d'astéroïdes qu'elle reçoit tous les tant de millions d'années, indépendamment du vivant. Par contre, ce qui frappe, même si j'avais vu des photos, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'épaisseur de l'atmosphère vue sur la tranche, à l'horizon, à environ 2500 km, c'est du papier de cigarette. Relativement à une Terre grande comme ça, l'atmosphère, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier. Et là, on se dit, le vivant est fragile. Nous, les animaux, les plantes, qui dépendons de l'oxygène, de cette couche de gaz, de ce mince filet de gaz pour vivre, ben, on ne dépend de pas grand-chose. Et là, on se dit, la vie est fragile. La Terre n'est pas fragile. La vie à sa surface est fragile. Et quand on passe toutes les 45 minutes du côté nuit de l'orbite, on voit les lumières jaunes des villes. Et ce qui frappe encore, c'est que la plus grande concentration des lumières des villes sont toujours au bord de l'eau. En Égypte, l'Égypte vue du ciel, de nuit, c'est exactement le dessin du Nil et du delta du Nil. Je pense que probablement 98% des habitants d'Égypte vivent sur la vallée du Nil. La côte méditerranéenne, la côte de la mer Rouge, les côtes au niveau des Philippines, du Japon, toutes les densités les plus grandes de lumière sont là. Nous dépendons de l'eau. Et l'eau de l'océan, c'est pas juste l'océan. Ça vient, c'est alimenté par les rivières, donc il faut faire attention dès la source. Voilà pourquoi, personnellement, je parraine une association de protection de l'océan en Polynésie française, mais tous mes collègues astronautes sont membres d'organisations de protection de l'environnement, membres de l'UNESCO, membres du WWF. On a tous, après un vol spatial, le sens du devoir de témoigner de ce qu'on a vu et de faire comprendre à tous les humains que nous sommes tous membres d'un même équipage, d'un même vaisseau spatial qui est fini et on a intérêt à le gérer comme nous gérons notre vaisseau spatial, c'est-à-dire recycler au maximum, ne pas consommer plus chaque jour que ce que le système nous fournit comme énergie. Et quand on revient sur Terre, on a toutes ces images dans la tête, et on y pense en permanence. Alors bien sûr, si on lève les yeux vers le ciel, on voit la Lune, on voit l'espace, on se dit « j'étais là-haut », mais on sait qu'on a été extraterrestre pendant un certain temps, pendant la durée de notre mission. On redevient terrien, on fait attention à notre famille, on fait attention à ce qu'on fait, mais on prête une attention spontanée, naturelle, beaucoup plus grande à ce que l'on fait au quotidien, à ce que l'on consomme, qu'on ne le faisait auparavant. C'est comme si le voyage spatial avait été une leçon pour nous sur le comment vivre sur Terre de façon à penser notre Terre comme un vaisseau spatial. Après le vol spatial, je suis
toujours un astronaute sur le vaisseau spatial Terre. Avant mon vol spatial, je suis sur une surface plane et j'ai l'impression que ça part à l'infini, j'ai pas la notion de limite. Il fallait que je monte dans les cieux pour le voir. L'idéal serait de pouvoir envoyer tout le monde dans l'espace, pouvoir élever tout le monde au moins à quelques dizaines de kilomètres. Ça suffit pour voir que la Terre est ronde, qu'elle est sur le fond d'un cosmos vide de tout. On ne voit rien. C'est noir d'encre. Et donc, il n'y a que sur nous-mêmes que nous pouvons compter pour assurer notre avenir. Et comme disait Saint-Exupéry, l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir. Il faut le rendre possible.